Et bonjour tout le monde, donc c'est Bilal Saxi. Merci d'avoir assisté à ce webcast. Je vais attendre juste quelques petites secondes, le temps que tout le monde soit là et on pourra démarrer ce fameux webcast. Très bien. Donc, Bilal Saxi, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je suis ingénieur avant-vente chez CA Technologies. Je couvre un ensemble de produits et plus particulièrement autour de la perf applicative et tout ce qui tourne autour et ce qui la supporte comme toute la partie infra sous-jacente. Donc aujourd'hui, je voulais justement vous en parler sur cette deuxième partie qui est la partie un peu infra, mais qui est un peu à l'air du temps, qui est la partie containerisation et comment suivre la performance sur cette plateforme. Donc, architecture en microservices et conteneurs Docker à l'épreuve du temps avec la solution CAPM. Ça tombe très bien parce que CAPM aujourd'hui est le numéro 1 des solutions APM autour de la supervision des conteneurs. Ce que vous voyez en bas de l'écran, c'est effectivement un logo, enfin un sigle qu'on a pu avoir sur la plateforme IT Central dans laquelle des utilisateurs comme vous viennent justement témoigner sur l'utilisation de ces solutions-là. Donc je vous invite vivement justement à consulter ces rapports-là. On a une solution assez innovante sur cette partie supervision Docker et conteneurs, donc de manière plus globale, que je vais essayer de vous en parler durant ce webcast. Donc on passe à... Donc l'agenda, j'ai voulu faire rapidement une petite intro sur tout ce qui est introduit, enfin tout ce qui est supervision de la perf des conteneurs, pourquoi on le fait, quels sont les challenges, et dans un deuxième lieu, comment la solution CAPM répond à ce besoin et à ces challenges. Il y a une démo avec une manipulation, j'espère qu'elle se déroulera comme il le faudra. Et puis, si vous avez des questions, vous avez la plateforme BrightTalk, vous pouvez envoyer des questions, j'essaierai d'y jeter un coup d'œil de temps en temps, donc pour répondre au fil de l'eau aux questions, sinon je me réserverai un peu plus de temps à la fin pour y répondre. Après, si vous avez d'autres questions beaucoup plus précises, avec des informations détaillées, on pourra organiser une session à part pour justement regarder ça ensemble. Très bien. Donc, pourquoi on parle de conteneurs? Je voulais justement citer ces quelques chiffres. C'est très impressionnant. Depuis justement quelques années, on assiste à une montée en flèche de toute la partie conteneur et principalement Docker sur la technologie Docker. On parle de 12 millions de Docker hosts, 900 cas d'applications containerisées. Tout l'écosystème et la communauté, donc 170 000 personnes qui manipulent ça, c'est assez conséquent et ça nous rappelle justement ce que avait la partie virtualisation il y a 15-20 ans à peu près, où ça commençait justement à décoller. Donc là, on assiste justement à une explosion d'utilisation de cette notion de Docker, qu'elle soit Docker ou OpenShift ou avec Kubernetes. Il y a d'autres solutions un peu sous forme de Linux container un peu exotiques, en tout cas sur le marché, mais sachez que c'est un domaine assez conséquent. Et pourquoi on l'utilise? Justement pour supporter cette nouvelle notion d'architecture microservice. Et parmi les chiffres que présentent les analystes IDC par exemple, en 2021, 95% des plateformes sous architecture microservice vont se baser justement sur des conteneurs type Docker. Donc c'est très important de le savoir et c'est très important aussi d'avoir un œil sur la performance de cette plateforme-là. Pourquoi on parle de microservices? Justement, c'est cette notion entre
l'application monolithique qui est un peu décomposée ou éclatée en microservices, avec la possibilité justement d'avoir des petits parts de gâteau au lieu de la grande pièce montée du mariage. Donc justement, c'est de pouvoir justement manipuler des composants beaucoup plus petits, pas forcément plus petits en termes de taille, de JVM, etc., mais de manière un peu plus fonctionnelle, c'est de pouvoir isoler les différents composants d'une application monolithique et de pouvoir l'administrer, la gérer, faire tout un cycle de vie indépendant avec tout ce qu'on entend aujourd'hui du développement agile, continuous delivery, etc., etc. Donc c'est très important et une plateforme qui permet de supporter ça et bien évidemment les conteneurs qui font partie effectivement du sujet d'aujourd'hui. Donc quels sont les challenges par rapport à ça? Les conteneurs, c'est une techno qui permet justement d'instancier à la volée ces composants-là pour monter en puissance, pour faire du failover, etc. Et donc ça amène une complexité conséquente. Et cette complexité, c'est par rapport aux dépendances et des flux entre ces différents Docker ou ces différents conteneurs. Et donc cette dépendance-là, on arrive très bien à les gérer au début d'un cycle, par exemple au niveau du développement ou au niveau de l'intégration. Mais quand on arrive en prod, là on parle de centaines, voire de milliers de conteneurs, et ça commence à être un peu problématique pour pouvoir suivre toute cette chaîne-là. On rajoute par-dessus aussi le côté éphémère. En montée en charge, on rajoute 2-3 conteneurs pour une même appli. Après, ça descend. Et donc, savoir quel est le Docker ou le conteneur qui pose problème, là, il faudrait effectivement avoir cette facilité de suivre qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'on a rajouté un Docker, quand, etc. Qu'est-ce qui a changé. Et puis, il y a l'aspect prédictif de la chose. C'est que s'il y a plein de soucis, est-ce que le comportement de mon application va toujours être le même ou il y a un effet de bord potentiellement sur la performance de l'application et comment je le détecte. Et donc, il faut une solution justement qui permet d'avoir ça. Le dernier point qui est aussi important, c'est qu'une solution de supervision aujourd'hui, elle permet certes de voir le gros bloc, mais il faut qu'elle soit adaptable ou adaptatif, enfin c'est plutôt le mot anglais, adaptif, pour justement se coller à ce nouveau modèle d'architecture qui est l'architecture microservice et de pouvoir répondre à des problématiques donc de complexité, etc., etc. Donc pourquoi les outils de supervision traditionnels n'arrivent pas justement à suivre cette tendance-là ou c'est en cours de route? C'est principalement par rapport à le premier point qui est la complexité. Dès qu'on arrive à faire une cartographie, si vous multipliez ça par 100, 1000 ou 10 000 composants, ça commence à être illisible et donc il faut avoir un moyen de dégrossir cette chaîne-là, de pouvoir la manipuler, faire des poupées russes, enfin ce genre de choses, pour pouvoir simplifier cette perspective-là et de pouvoir la gérer. La deuxième, c'est de pouvoir aussi s'adapter automatiquement à ce qu'on appelle une baseline. Donc l'outil devrait justement apprendre au fur et à mesure le comportement nominal d'une application ou du temps de réponse d'un Docker ou d'un ensemble de Docker pour justement dire s'il y a des déviations des temps de réponse et nous alerter ça en mode proactif s'il le faut. Et puis le dernier point, c'est plutôt l'aspect collaboratif d'une solution de supervision. Je suis administrateur Docker, je mets à disposition un socle d'infrastructure que les autres équipes de développement ou propriétaires d'appli ou architectes utilisent aussi pour pousser du code et des fonctions métiers. Et donc ces fonctions métiers, entre une équipe et une autre, entre l'administrateur Docker et le développeur, il y a un besoin de tableaux de bord différents. Et donc la première carte et le premier écran qu'on voit complètement à gauche,
devrait être manipulé ou manipulable de façon à ce que chacun ait sa propre vision de la chose en partageant les mêmes données. Et ça permet justement de dire est-ce que c'est côté applicatif, est-ce que c'est côté infra, et de manière centralisée, on arrive justement à dégrossir cette maille-là et de pouvoir affecter le problème à la bonne équipe et le plus rapidement possible. Donc voilà, ces différents challenges justement aujourd'hui, la solution de CAPM permet d'y répondre avec un agent qui est dédié. Donc la solution CAPM effectivement est une solution plus globale, principalement dédiée à la perf applicative, donc qui couvre toutes les technos les plus connues sur le marché. Mais effectivement, depuis 1 an et demi et maintenant, on intègre des agents d'infrastructure pour superviser typiquement les OS les plus connus, mais aussi les plateformes Docker, OpenShift, Kubernetes, Pivotal, aussi des plateformes dans le cloud, AWS, Azure, etc. C'est pour donner cette notion de liaison entre l'application et l'infra. Si j'ai un problème, est-ce que l'infra est en cause ou pas? Et donc, CAPM introduit 4 axes justement répondant au challenge qu'on vient de citer après. Le premier, c'est une visibilité complète de bout en bout, donc, qui peut être utilisée depuis le cycle de développement jusqu'à la prod. C'est justement de donner cette vision cartographique applicative et aussi d'infrastructure. Le deuxième point, c'est plutôt la partie Change Analysis. C'est pour répondre à un problème. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Est-ce que mon nouveau code a introduit des erreurs? Est-ce que le Docker en version 3 de mon application a introduit des erreurs? Quelle est la population affectée par ces erreurs-là? Et puis derrière, il y a la partie Actionable Intelligence. C'est pour dire j'analyse cette carte, s'il y a un problème sur un appel back-end, voir si cette partie-là est la raison d'une mauvaise expérience côté utilisateur final. Est-ce que c'est la CPU du host qui héberge le Docker qui fait que il y a une déviation de temps de réponse de la servlet ou du web server qui est en amont et que ça affecte effectivement l'utilisateur final par la suite. Dernier point qui est la partie flexible, c'est plutôt pour voir un petit peu comment je modélise ma vision de la chose. Tout simplement, CAPM se base sur une notion toute simple, enfin on décore le modèle de données et on essaie d'apporter justement cette vision différente d'une équipe à l'autre en se basant sur ces attributs-là. Donc point par point, j'irai très rapidement. En gros, on prend un modèle, on appelle ça un layer, un modèle applicatif, un modèle d'infrastructure. Demain, on est en train d'introduire ce qu'on appelle le modèle réseau, aussi network, et ça permet justement à notre moteur d'avoir ces différentes perspectives et d'analyser les dépendances entre l'application et l'infrastructure sous-jacente. Et ça permet de corréler ces informations et dire j'ai détecté un problème, en voici la cause. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième c'est ce qu'on appelle la timeline, donc dans une vue historique, donc tout le monde fait de l'historisation, mais on a un système de baseline qui permet de montrer sur une plage bien précise les différents changements qui ont eu lieu par rapport aux alarmes qui ont été détectées. Et donc je peux dire ici il y a X alarmes sur tel composant, mais juste avant il y a eu une version d'agent, enfin une version de l'application a changé. Là on a rajouté un Docker ou un Docker a été supprimé. Et donc ça permet de relier et de retrouver mon patient zéro. Actionable Intelligence, c'est tout le système, l'algorithmie, je dirais pas une intelligence artificielle avancée, mais c'est tout un algorithme qu'on appelle dans notre solution assisté triage. C'est lui qui va calculer tous les flux, toutes les dépendances entre le layer donc applicatif et le layer d'infra, et en 3 clics, on est censé vous donner le coupable
présumé par rapport à une erreur que cet algorithme-là a pu détecter. Donc en gros, c'est un algorithme qui construit ce qu'on appelle des stories, une histoire, et derrière, il va rattacher les différents composants, et après, enfin, il y a ce qu'on appelle des symptômes, des évidences, etc. Il va les rattacher à cette histoire-là, et il va nous dire, voilà le composant qu'on soupçonne défaillant dans toute la chaîne. Donc ça, c'est l'intelligence qui est dans le produit et qui tient compte justement de toute la partie Docker et conteneurs sous-jacentes. Flexible et extensible parce que ça supporte plusieurs plateformes. Donc on parle aujourd'hui de Docker, de Kubernetes, OpenShift, Pivotal, etc. On offre des perspectives out of the box pour ces plateformes-là, mais rien ne vous empêche demain de rajouter vos propres perspectives, vos propres technos. Le modèle il est assez ouvert et on a eu quelques partenaires justement qui ont travaillé justement sur cette carte pour injecter depuis leur outil de supervision d'infrastructure existant. Donc voilà, c'est un investissement qu'ils ont fait et on trouve ça évident qu'ils le rajoutent et le rationalisent dans une solution d'APM qui permet d'utiliser la topologie d'infrastructure injectée par ces outils tiers pour tirer bénéfice de l'algorithmie et du moteur de corrélation et embarqué dans la solution. Et donc flexible, oui, et extensible également. Voilà. Donc pour la démo, je vais essayer de basculer sur une démo live. Je vais vous montrer au début une plateforme un peu de démo globale, mais j'ai prévu ma propre VM sur laquelle je fais un peu joujou et on va essayer de suivre un petit peu la performance de cette plateforme OpenShift. Donc, le principe est le même, hein. Dans ce cas, j'ai joué avec OpenShift. Je ne suis pas un as d'OpenShift. Il m'a fallu juste une petite heure en suivant une vidéo en ligne pour construire mon environnement OpenShift. Et derrière, il y a une méthodologie de déploiement donc de l'agent sur lequel on va essayer de faire l'exercice aujourd'hui. Je regarde entre-temps s'il y a des questions. Hop. Et je vais essayer de basculer sur la démo. Hop. On va faire un share screen. Hop. Voilà. Donc là, j'espère. C'est en train de charger. Je ne sais pas si vous arrivez encore à visualiser ou pas mon écran. D'accord, ça mouline. Hop, là j'ai basculé. Est-ce que vous arrivez à visualiser l'écran? Sinon je refais la tentative. Ça met un peu de temps, j'ai l'impression. Ok, très bien. Donc a priori il y a quelques latences, mais j'espère que vous visualisez l'écran de CAPM, donc dans lequel on voit plein de tuiles. Donc sur ces tuiles-là, justement, je voulais juste faire une petite introduction. C'est un écran très intéressant dans la solution CAPM parce qu'il permet justement de regrouper des composants ou des sous-groupes de composants pour avoir un statut par groupe sur l'état de santé de mes applications, mais aussi de l'infra sous-jacente. Donc sur l'écran que vous visualisez, il y a par exemple l'application Exchange, il y a aussi une tuile qui regroupe par domaine d'expertise, par exemple le Order Team, Inventory Team. Il y a par exemple, je distingue les utilisateurs réels des utilisateurs synthétiques.
Donc, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser encore. Donc je vais doucement. Ça peut être par nom de transaction, ça peut être par domaine géographique. Et dans la tuile, vous avez le statut global, donc sur le nombre de transactions qui arrivent dans le système ou dans cette tuile-là, les composants qui la composent. Et derrière, on sait s'il y a 100% de bonnes transactions. S'il y a des mauvaises transactions, est-ce qu'elles sont en erreur ou est-ce qu'elles sont lentes par rapport à une baseline qui est calculée? Et puis on vous dit quels sont les problèmes liés à cette huile-là. Sur mon exemple, il y a une application qui s'appelle Unfit que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Et cette application, elle est composée de 3 ou 4 applications donc, dans cette appli. Donc quand je clique dessus, je fais un premier drill down. Et dans ce drill down là, je visualise donc toutes les applications composant mon service Unfit. Et si vous remarquez à droite, donc vous avez ce qu'on appelle les problèmes et les anomalies. Un problème, c'est que mon moteur d'analyse me dit que voilà, ça affecte vos utilisateurs finaux. Donc c'est l'élément le plus à gauche que la solution CAPM supervise. Ça peut être le navigateur, ça peut être l'appareil mobile et ça peut être juste le web server en entrée de votre système d'information. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, le moteur d'analyse a détecté un problème et il me dit quel est le sous-composant qui est affecté. Donc je clique sur un des problèmes. Donc je filtre en conséquence là où les tuiles impactées. Par exemple, je prends celui-là. Je sais que c'est Activity Service qui est impacté. L'analyseur me dit voilà le possible culprit, donc le coupable présumé dans cette chaîne-là. Et ça fait tant de temps que ça s'est apparu. Donc je vais essayer d'ouvrir l'analyseur. Je sais que ça prend un peu de temps pour vous. Donc je vais essayer d'aller plus lentement. Hop. Donc là, quand j'ai sélectionné le problème, automatiquement j'ai vu que l'analyseur s'est mis sur la bonne plage horaire où il y a le problème. Il m'a isolé le bout de la chaîne applicative qui héberge donc mes applications qui est impactées par ce problème-là. Et il me dit voici le possible culprit. Donc je clique dessus, automatiquement on me le sélectionne dans la carte et je vois les alertes sous-jacentes à ce composant-là. Donc je vois qu'il y a des déviations des temps de réponse par rapport à ce composant, d'où l'alerte. Donc le système de baselining a pu détecter cette déviation-là. Mais ce qui est intéressant également, c'est que dans le même analyseur, il me dit qu'il y a aussi des éléments d'infrastructure qui sont affectés durant cette même plage horaire par des problèmes. Et donc là, je vois que un des dockers rencontre un problème de CPU. Et là, quand j'ai cliqué sur le Docker, il m'a sélectionné les composants qui sont sur ce Docker-là. Et donc, il y a un problème de CPU sur le Docker, mais il y a aussi un problème mémoire également sur le serveur, donc le host qui héberge mon Docker. Et donc, on voit ici la corrélation app-to-infra qui permet justement de lier des problèmes applicatifs à des problèmes d'infrastructure. Donc là, ce que je vous montre, c'est juste un problème, une vision plutôt applicative. Là, vous voyez Application Layer. Je peux voir toujours une version applicative, mais sous forme de Docker, donc avec des groupes Docker. Donc là, vous voyez que le Docker Activity Service qui héberge mes composants applicatifs ici appelle un autre Docker Data Engine qui, lui, héberge d'autres éléments de mon infrastructure.
Donc ça, c'est une vision justement qui reste applicative, mais je peux aussi switcher sur une vision complètement d'infrastructure. Hop. Et donc, cette partie infrastructure, je peux la visualiser comme ça. Donc, là, on voit très bien deux visions de la chose. Donc, pour une même topologie applicative ou infrastructure, je peux changer de couche, donc de layer assez facilement. Donc ça, c'est juste isolé par rapport à mon problème de base. Mais si je veux voir ça de manière un peu plus globale sur une carte, là, je peux aller sur ce qu'on appelle la map. Je vais enlever les filtres. Voilà. Donc là, vous visualisez l'ensemble. Hop. On va faire Docker Overview. Je me mets sur une perspective qui me permet de visualiser l'ensemble de ma plateforme qui est supervisée. Et au même titre, là, je sélectionne Activity Service. Je vais doucement parce que je sais que certains d'entre vous ont peut-être un peu de lag. Voilà. Et je vais essayer de basculer depuis la vue d'infrastructure vers une vision plutôt applicative. Et automatiquement, puisque j'ai sélectionné le Docker Activity Service, automatiquement en basculant sur l'application layer, là, tous les éléments seront présélectionnés automatiquement. Vous pouvez aussi voir à droite une palette, donc ce qu'on appelle la Component View, qui permet de visualiser par défaut la partie application quand on est sur l'application layer, mais qui permet aussi de donner un statut sur l'état de santé du Docker, du host qui héberge le Docker, et également l'état de santé de l'agent qui est sous-jacent. Et en bas, vous avez toutes les informations récupérées sur le Docker, donc avec notre agent Docker cette fois-ci. Voilà, donc ça c'est la partie un petit peu Docker et donc qui est sur notre plateforme de démo qu'on utilise justement pour faire les démos. Et donc j'ai fait pour l'exercice pour cette présentation de faire l'exercice pour vous pour toute la partie OpenShift. Et on va essayer de voir comment le faire. Je reviens juste sur mes slides pour vous expliquer un petit peu le use case. J'espère qu'il n'y a pas trop de latence entre ce que je dis et ce que vous visualisez. Donc pour expliquer l'architecture, on sait que OpenShift, c'est généralement un cluster qui embarque au minimum un nœud master et un premier nœud. Mais après, on peut multiplier les nœuds sur d'autres machines ou sur la même machine. Donc ça peut être assez conséquent, ça peut aller supporter des milliers et des milliers de pods. Donc les pods, c'est des groupes de Docker. Mais juste pour vous donner une idée sur l'architecture, quand on déploie un agent CAPM pour OpenShift ou pour Docker, on a un agent principal par nœud. Et donc cet agent principal va voir un petit peu tous les Docker qui sont montés, chargés ou déchargés. Et on a un autre agent qui est plutôt sur le nœud central, donc sur le nœud master, qui permet de voir un petit peu toutes les dépendances entre les différents nœuds et les différents pods. Et donc ces informations sont récoltées et envoyées vers notre serveur, là, ce qu'on appelle le EM, l'Enterprise Manager. C'est le composant principal qui permet de traiter les informations en provenance des agents. Donc c'est ce que j'ai déployé. Moi, je me suis contenté juste d'avoir un nœud master et un premier nœud, donc sur ma VM. Et puis pour installer l'agent, c'est assez rapide. Et donc je vous montrerai à l'écran comment le faire également.
Donc, c'est trois grandes étapes. Je crée un projet sur OpenShift que j'ai appelé CAPM. J'ai créé un compte avec un privilège justement qui permet de consulter l'état des services et de pouvoir récolter des informations depuis l'API mise à disposition par OpenShift. Et puis derrière, je crée mon agent. Un agent, c'est juste une image Docker qui est mise à disposition via une URL. Et donc, vous faites votre pull et un push en local, si vous avez un registry local. Et derrière, l'agent, il démarre en tenant en compte des informations que je lui ai fournies, c'est-à-dire le token pour se connecter à l'OpenShift et le token et l'adresse du serveur APM en gros, donc pour résumer rapidement. Donc ça me permet d'avoir justement une supervision de mon OpenShift. Il n'y a rien à déployer au sein des Docker. Euh, il n'y a pas d'autres éléments, c'est fait automatiquement et dynamiquement. On ne fait pas de netstat au niveau du Docker pour voir les flux. Enfin, tout ça, c'est vu de manière externe et tout chargement-déchargement sont détectés dynamiquement et à distance par notre agent. Hop. Je repartage mon écran. Donc cette fois-ci sur la plateforme que j'ai sur ma machine. Hop. Très bien. Donc là, c'est ma VM OpenShift, donc OpenShift VM. Donc j'ai un certain nombre de projets qui sont là. Je vais faire un OC get pods. Donc ça, c'est pour visualiser les pods qui sont actifs. Donc tout ça, c'est en ligne de commande. Mais sachez également qu'on peut tout avoir aussi sur la fameuse console d'OpenShift. Donc ça, c'est la console dans laquelle j'ai mes deux projets auxquels j'ai droit avec mon user, donc mon user Bilal. Dans CAPM, si je fais un drill down, donc on voit les différents pods que j'ai essayé d'instancier. Donc là, on voit l'agent CAPM, donc avec un seul pod qui est démarré, et d'autres applications dont le déploiement n'a pas abouti, et donc vous pouvez les visualiser, les relancer à partir de là. Voilà les quelques pods sur ce projet CAPM, et j'ai créé un autre projet qui est MyProject 01, dans lequel j'ai déployé une application PHP. Donc là, c'est depuis le catalogue. Et j'ai essayé de déployer une autre application qui n'a pas pu aboutir. Mais supposons que là, je vais rajouter à ce projet-là, allez, en langage, je vais prendre Java, par exemple, Wildfly. Hop, je déploie le dernier application name, je vais dire webcast CA. Ah non, là j'ai pas ça. Je vais plutôt prendre un autre exemple. Hop, prendre le Python. Voilà. Donc je saisis un petit peu toutes les informations. Je vais prendre celle par défaut et je vais faire create. Donc là, automatiquement, OpenShift va créer cette application Django à base de Python avec la base Postgres. Donc on va voir si ce pod-là va apparaître justement dans CAPM. Je vais essayer de me connecter sur CAPM. Donc ça, c'est la plateforme en ligne dans laquelle vous pouvez vous enregistrer et avoir une plateforme de jeu un petit peu de bac à sable pendant 30 jours. Hop. Je vais me connecter à ma plateforme. Je vais aller sur la partie CAPM. Et
donc là, au même titre que tout à l'heure, vous allez atterrir justement sur l'expérience view. Ce qui m'intéresse le plus sur le cas précis d'OpenShift, c'est la carte. Donc là, je bascule sur la vue cartographie. Vous allez voir qu'il y a 86 nœuds à peu près. Donc ça commence à faire beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la couche d'infrastructure. Et sur la couche d'infrastructure, je vais basculer sur une vue projet. Donc sur cette vue projet, je vais pouvoir visualiser donc mon host OpenShift, OpenShift VM, et derrière j'ai les différents projets. Hop. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser l'ensemble de... Très bien. Et donc sur mes projets, hop. On va essayer de voir si j'ai toutes les applications. Donc la fameuse application Simple PHP, etc. Très bien. Hop. Et donc je vais sélectionner mon application Simple PHP. Et voilà mon pod Simple PHP. Donc je clique dessus et normalement la palette à droite va me donner les informations sur ce pod là. On voit bien que les informations avec les IP, etc. Donc tout ça c'est récolté par défaut avec l'agent CAPM Agent qui est déployé en tant que Docker au sein même de la plateforme OpenShift. Donc c'est pareil pour Kubernetes, c'est pareil pour Docker également. Voilà. On voit un petit peu ça. Donc tout ça pour vous dire que effectivement on peut visualiser et récupérer dynamiquement toute cette partie-là. Et donc là on est sur une vue infrastructure project. Si vous êtes organisé en projet, vous avez cette répartition en projet. Si vous êtes organisé en cluster, vous avez aussi une perspective cluster. Et ça c'est juste une organisation par rapport à des propriétés. Donc ce que vous voyez à droite, les propriétés, business unit, location, etc., ce sont des attributs qui me permettent d'organiser ma vision de la chose de manière dynamique. Typiquement pour OpenShift Project, je fais sur la couche donc infrastructure un premier group by OSE Project, puis par OSE Service, puis par OSE Podname, tout simplement. Et ça me permet en tant qu'administrateur de la plateforme de conteneurs de m'organiser, de voir un petit peu les dépendances. Ça peut aussi être étendu par d'autres attributs qui viennent décorer encore ce modèle-là. On a vu chez des clients, c'est plutôt la zone géographique qui vont voir est-ce qu'il y a une localisation qui appelle une autre, est-ce que c'est une localisation qui a un problème, etc. Donc ça permet justement à cette personne-là de pouvoir isoler un petit peu l'origine du problème de performance. Je vais visualiser un petit peu, je vais revenir à un mode, là on est en mode live, je vais revenir un petit peu en mode historique avec la barre de temps. Ok, ok, et je vais essayer d'afficher
un petit peu ce qu'on appelle la baseline, enfin la timeline. Et on voit ici, sur cette timeline-là, qu'il y a le statut des alertes. Donc ça, ce sont les alertes qui ont apparu. Par exemple, je vais plutôt prendre ce projet-là, parce que là, je suis uniquement sur Simple PHP. Voilà, je vais sélectionner tout le groupe OSE Project CAPM et je vais voir s'il y a eu des changements topologiques ou d'attributs pendant cette période-là. Donc à chaque fois qu'on sélectionne une période en mode chronologie, effectivement la palette vue composant, elle va me montrer la valeur au début et à la fin de la période, et ça permet de voir s'il y a eu un changement de version, est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites. Et quand je sélectionne effectivement un composant, donc automatiquement il sera mis en surbrillance au niveau de la cartographie. Je peux aussi utiliser les attributs pour filtrer le contenu de cette carte et me montrer uniquement les composants qui m'intéressent sur l'attribut qui m'intéresse. Donc le filtre également fonctionne sur cette notion d'attribut. Je vais essayer de voir s'il y a des questions jusque-là. Pas de questions. Donc voilà, là c'est comment je lie un petit peu la performance de mes Docker à la performance de mes applications et avoir tout dans un même environnement. Et ça me permet aussi de bénéficier de l'assisté triage qui permet d'analyser ces problèmes pour moi et de faire en sorte que ça soit mis en évidence. Donc là, vous visualisez, vous voyez un petit peu ces éléments-là qui sont mis en bleu. Donc ce sont des éléments qui viennent d'apparaître. Donc, la console est un peu lente, je m'en excuse, mais normalement, vous allez voir sur la ligne topologique quelques petits carrés. Quand vous cliquez dessus, ça va sélectionner automatiquement ces nouveaux composants. Là, tout à l'heure, je vous ai dit le Django, je viens de le rajouter. Donc là, vous voyez que c'est apparu dans le projet MyProject, ici. Et donc, dans la partie topologique, également, elle devrait apparaître. C'est juste un petit décalage, car la plateforme, elle est un peu chargée, tout simplement. Voilà, je vous ai montré un petit peu donc la supervision Docker de manière globale, et puis par la suite la partie OpenShift, la liaison avec la partie applicative qui est très importante, et puis donc la corrélation entre l'application et l'infra, c'est je dirais l'essence même d'une solution CAPM aujourd'hui, qui essaye de rajouter un peu d'intelligence et de faire communiquer plusieurs équipes d'une même entreprise pour savoir c'est quoi le problème, où est-ce qu'il faudrait aller regarder plus particulièrement. Et donc une solution comme CAPM vous permet justement d'aller dans ce sens-là. Je regarde encore s'il y a des questions. Toujours pas. C'est assez clair donc. Donc n'hésitez pas, enfin je reste encore quelques minutes, 5-10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Entre-temps, je vais switcher sur mes slides pour conclure. Hop, je vais un stop sharing. Et on passe sur les slides. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Mais si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas donc à consulter notre site. Donc, je vous mets à l'écran quelques liens.
Donc, il y a plein de démos, de virtual tours, des e-books par rapport à tout ce qui est supervision de conteneurs, etc. Mais sachez également qu'il y a une plateforme en ligne, cloud.ca.com, sur laquelle vous pouvez jouer, télécharger. C'est très très facile. Donc, justement pour vous montrer ça, je vous montre vite fait. Screen share. Voilà. Donc tout simplement quand vous êtes sur la plateforme et que vous avez ouvert un compte, donc il faut aller sur Agent. Et puis depuis Agent, il y a un bouton Download Agent, tout simplement. Et là, vous avez accès à toutes les technos qui sont supportées sur notre SaaS, effectivement, mais sur le mode on-premise, vous avez l'équivalent, voire plus. Et là, sur la partie infrastructure, vous allez visualiser, par exemple, OpenShift, et là, les instructions. Donc, c'est assez rapide. Moi, je me suis fait ma propre doc, donc que j'ai mis sur la présentation, donc c'est assez rapide. Mais la doc, elle est vite faite. Donc, pour superviser une plateforme OpenShift, je pense en une demi-journée, c'est up and running chez vous. Après, il y a d'autres agents qu'on peut embarquer au sein du Docker lui-même pour superviser l'application elle-même. Et donc là, vous avez le choix entre les technos qui sont à l'écran. Voilà un petit peu le tour d'horizon. J'espère que ça vous a donné une première idée sur tout ce qui est supervision conteneur, etc. Et je vous invite vivement justement à le tester. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'en poser. Si vous voulez faire justement un proof of concept là-dessus, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Je vous mets à disposition mes coordonnées à la fin. Voilà, j'ai une question concernant l'installation des agents, comment ça se réalise? Donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à cet écran, enfin en montrant l'écran de l'agent. Donc l'agent OpenShift, c'est assez simple. Enfin, on fait un pool de l'image Docker de OpenShift Monitor, donc c'est APM OpenShift Monitor, et ça déploie automatiquement un par nœud, et vous n'avez rien à faire. Donc tout va remonter automatiquement sur la plateforme CAPM. Voilà, voilà. Donc sinon, merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à me contacter et puis à très bientôt, j'espère. Merci.